Cher alchimiste, bonjour. Dans cette vidéo, je vais passer en revue avec vous les différentes méthodes de révision, mémorisation, de stratégie d'apprentissage qui existent et je vais les noter, je vais les classer dans une tier list qui va nous permettre de voir un petit peu laquelle vous ferait vraiment progresser et celle qui vous ferait vraiment perdre du temps. Donc gardez en tête que toutes ces méthodes, je les ai toutes testées, j'ai toutes accompagné des gens également qui les utilisaient. Gardez également en tête qu'il s'agit de mon avis, il ne s'agit en aucun cas d'une parole d'évangile, vous devez mettre en doute ce que je dis, et privilégiez vous, vos préférences et l'efficacité. De manière générale, toutes les méthodes que je vais vous présenter, vous les connaissez peut-être pour certaines, pour d'autres, ça vous fera l'occasion de les découvrir, mais vous allez pouvoir avoir une idée un petit peu de ce qui est efficace et ce qui ne fonctionne pas. C'est parti! Avant de commencer, je tenais à vous rappeler la sortie de mon livre « Une mémoire au top » qui devrait vous aider justement à mémoriser plus rapidement et à retenir beaucoup plus de choses, comme des cours par exemple. Voilà, alors vous pouvez voir l'essentiel des 13 techniques que j'ai répertoriées, les 13 grandes techniques que j'ai répertoriées pour pouvoir mémoriser, apprendre, etc. Laquelle est pour vous, laquelle est une perte de temps, ou lesquelles, c'est ce qu'on va voir directement. Donc vous voyez qu'il y a des grands classiques, les fiches de révision, les répétitions espacées, l'apprentissage par cœur, la technique Pomodoro, les cartes mentales, les relectures, la méthode Cornell, les flashcards, la méthode Feynman, étudier en musique, les vidéos tuto, surlignées, et le blurting que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, tout ça, s'il manque votre méthode, n'hésitez pas justement à m'envoyer un petit message pour que je fasse une vidéo spécifiquement sur le sujet. En attendant, moi, c'est les 13 que j'ai vraiment répertoriées. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. On commence directement par les fiches de révision. Donc, les fiches de révision classiques, celles qu'on vous dit de faire, celles que vous trouvez très rapidement des tutos sur comment les faire. L'idée des fiches de révision, c'est de synthétiser le plus important d'un cours et d'étudier ensuite que vos notes. En fait, c'est votre prise de notes des cours et c'est ces prises de notes-là que vous remettrez au propre sur des fiches de révision qui vont faire en sorte que vous allez apprendre, réviser par fiche de révision plutôt que de rouvrir tout le cahier, tout le classeur et tout votre cours en fait. Donc les fiches de révision classiques sont un moyen assez efficace pour le cerveau de commencer déjà à synthétiser l'information. Donc l'avantage, c'est que quand vous gagnez du temps sur les révisions parce que vous révisez exclusivement vos fiches de révision par définition, mais le gros inconvénient, c'est que quand vous débutez un cours ou quand c'est des informations nouvelles, vous avez peut-être du mal à déterminer qu'est-ce qui est important ou pire, vous avez l'impression que tout est important. Donc, ce qui est en pratique, ça donne des fiches de révision qui sont interminables, ça donne des cumuls de fiches de révision et il faut quand même avoir une belle écriture, sinon vous êtes condamné à réécrire vos fiches de révision sans arrêt. Le problème de ces fiches de révision, si vous voulez, c'est que elles demandent du temps à faire et elles demandent un peu de pratique pour être vraiment performantes. Vous allez passer du temps à sélectionner des mauvaises informations et il n'y a pas tout le monde qui a l'esprit de synthèse suffisant pour pouvoir faire une fiche correcte tout de suite. Donc, malgré tout, la fiche de révision, c'est un grand classique et c'est un grand classique pour une raison, c'est parce que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en les créant, même si vous en créez une pas très bonne, votre cerveau va déjà être en mode acquisition d'informations, il va déjà chercher à compresser l'information. Et rien que le fait de faire ça, ça vous garantit que vous commencez déjà à assimiler le cours. Donc, les fiches de révision, je sais que c'est pas sexy, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste efficace, solide. Et l'autre gros avantage, quel que soit le domaine que vous utilisez, si vous faites des fiches de révision, ça va s'ancrer naturellement plus facilement dans votre mémoire. Donc ensuite, on a les fameuses répétitions espacées. Donc les répétitions espacées, si vous ne connaissez pas ce que c'est, en gros, l'idée, c'est de répéter vos informations, de réviser à des moments clés basés sur la science et la courbe de l'oubli. Courbe de l'oubli qui a été découvert par Hermann Ebbinghaus. Je mettrai tous les liens en description si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on rentre dans le détail de chacune de ces techniques. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus où est-ce qu'on en est et de quoi ça parle exactement. Si une méthode vous intéresse, par exemple, vous pourrez directement cliquer dessus pour la découvrir et l'utiliser. Donc les courbes de révision, la courbe de l'oubli, les répétitions espacées, ça part du principe que c'est inutile de répéter tout le temps votre information, il suffit que vous la répétez à des moments clés et cela s'ancrera beaucoup plus facilement et durablement dans votre mémoire. Donc plus qu'une méthode d'apprentissage, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire que c'est effectivement appuyé par la science et toutes les applications, je ne sais pas si vous avez déjà vu des applications pour vous aider à apprendre une langue par exemple, Babel, Mosalingua par exemple, ou beaucoup
beaucoup d'applications fonctionnent maintenant comme ça, elles vous réinterrogent pour vous faire réviser à des moments clés. Et bien tous ces moments clés, ils ne sont pas tirés au hasard, ils sont basés selon la courbe de l'oubli, donc selon la science. Donc c'est pas vraiment une méthode de révision, c'est plus une philosophie de vie. Quelque chose que vous devez intégrer, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose que je trouve vraiment killer. Donc on peut déjà le mettre dans killer. L'avantage donc c'est que ça vous garantit que vous avez une bonne mémoire, une bonne mémorisation de l'information. Ça vous garantit également que vous ne perdez pas de temps. Donc vous répétez, plutôt que de faire tout le temps le même apprentissage, vous pouvez passer à autre chose et puis vous réinterroger par la suite. Le gros inconvénient des répétitions espacées, c'est quand vous avez énormément de cours différents, notamment quand vous êtes en médecine. Le truc c'est que vous avez beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup, et là pour tenir les répétitions espacées, il va vous falloir créer un véritable planning de révision. Littéralement vous n'avez pas le choix, sinon vous n'arriverez jamais aux fameuses 7 répétitions qui font en sorte que c'est pour très longtemps ancré dans votre mémoire à long terme. Donc les répétitions espacées, c'est malgré cet inconvénient quand vous avez beaucoup de cours différents, pour moi c'est plus qu'une méthode, c'est carrément une philosophie de vie, donc vous devez l'intégrer dans votre façon d'apprendre et de mémoriser les choses. Donc c'est absolument killer, c'est un indispensable. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, c'est dans la description, j'ai tout répertorié. Autre chose également, j'en profite pour dire que vous pourrez télécharger un petit peu ce récapitulatif directement dans la description. Également, vous pourrez avoir accès à toutes les autres mind maps des vidéos. Ensuite, l'apprentissage par cœur. Le fameux apprentissage par cœur, celui avec lequel vous êtes forcément familier, parce que c'est le premier que vous apprenez en fait. À l'école, on ne vous apprend pas à apprendre, mais vous vous rendez vite compte qu'en répétant les choses, au bout d'un moment, ça rentre. Et vous en rendez compte depuis tout petit, où on vous dit, vous êtes confronté à deux choses, les tables de multiplication. Et les tables de multiplication, on ne vous les fait pas apprendre, c'est une erreur d'ailleurs, mais on ne vous les fait pas apprendre par des images, on vous les fait juste répéter par cœur, parce qu'il faut que ça devienne automatique. Donc l'apprentissage par cœur, ça permet de déverrouiller certains automatismes dans le cerveau de l'enfant. Donc c'est pour ça que c'est pas tout noir non plus, il ne faut pas tout rejeter de l'apprentissage par cœur. C'est quelque chose qui peut vous suivre toute votre vie, donc c'est jamais perdu si vous voulez, mais le problème c'est que la plupart des gens grandissent avec seulement ça comme méthode d'apprentissage. Donc après on va leur dire apprendre des poèmes, et la seule chose qu'ils font pour apprendre des poèmes, c'est répéter les phrases jusqu'à ce que ça rentre en fait. Donc l'apprentissage par cœur, c'est-à-dire basé uniquement sur les répétitions, n'est absolument pas, je le recommande absolument pas en fait, pour tout ce qui est compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, en faisant de l'apprentissage par cœur, vous saturez votre mémoire de travail, votre mémoire à court terme, parce que ça demande à ce que vous preniez l'information, vous la mettiez dans votre mémoire à court terme et vous la répétez en espérant qu'à un moment, ça rentre dans votre mémoire à long terme. Dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que votre cerveau va vite comprendre que vous essayez de lui bourrer le crâne, et il va sélectionner certaines informations et vous faire croire que c'est ok, c'est bon, vous l'avez mémorisé, et le lendemain vous avez une bonne rétention parce que vous l'avez revisité pendant je ne sais combien de fois la veille. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, la mémoire a besoin de faire de l'espace dans sa mémoire à court terme, et elle va balayer énormément d'informations. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'étudiants, vous en faites peut-être partie, moi j'en faisais partie, où une fois l'école terminée, vous avez oublié tous vos cours de l'année dans les 3 mois, voire dans les 3 semaines qui ont suivi. C'est absolument effrayant, et si c'est votre seule méthode d'apprentissage, le problème c'est que vous oubliez tout, quoi. Donc quand vous avez des cursus qui durent des années, tout oublier, c'est vraiment pas recommandé déjà. Donc pour moi, cette méthode, c'est pas une perte de temps, mais elle est vraiment bof. C'est bof, faut absolument faire autre chose en fait. Il n'y a que dans de très rares cas où c'est vraiment utile, et encore vous trouvez à chaque fois des contreparties. Maintenant, la fameuse méthode Pomodoro. Alors pour ceux qui savent pas, si vous savez pas ce que c'est que la méthode Pomodoro, l'idée c'est de prendre un minuteur, de le régler sur 25 minutes et de travailler pendant 25 minutes, donc 25 minutes sur vos cours, de façon hyper intense, sans interruption, sans rien. Et une fois que les 25 minutes sont écoulées, vous mettez 5 minutes de pause. Vous alternez comme ça, 4 fois, et au bout du 4e cycle de 25 minutes, c'est pas une pause de 5 minutes que vous prenez, c'est une pause de 25. Donc si vous découvrez Potion de Vie, il y a de grandes chances que vous ayez vu une de mes vidéos sur la technique Pomodoro, parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans mon travail. Je l'utilise tout le temps. Donc ça fait 2 ans que j'utilise tous les jours. Hein, donc oui, je recommande cette technique. Maintenant, là, on est en train de parler d'apprentissage et de mémorisation.
Il y a plusieurs choses à savoir sur la méthode Pomodoro. C'est que effectivement, gros avantage, elle va vous permettre d'être beaucoup plus focus sur votre apprentissage en fait. Parce que vous avez 25 minutes pour absorber telle ou telle partie. Si vous savez sectionner votre travail, sectionner vos chapitres, etc., vous pouvez planifier vos révisions par cycle comme ça. Premier cycle, je vais apprendre le chapitre 1, deuxième cycle, je vais apprendre le chapitre 2, etc. Donc ça vous garantit que vous passez plus de temps à apprendre et moins à procrastiner, vu si vous respectez vraiment le timer. La grosse difficulté, c'est que déjà, il n'y a pas tout le monde qui a cette discipline. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise la méthode Pomodoro pendant un jour ou deux, j'en connais énormément, mais par expérience, je sais que s'il n'y a pas quelqu'un qui vous surveille ou si vous ne prenez pas un engagement de le faire, vous allez rapidement prendre des libertés avec le fameux timer de 25 minutes. Pour l'étude, encore un problème, c'est pas parce que vous avez mis 25 minutes pour certaines matières ou pour certains domaines, ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas assez de temps. Donc c'est pas adapté à tous les cours, mais par contre, donc avantage qui comble cet inconvénient, c'est que même si la méthode Pomodoro dit 25-5, vous pouvez très bien envisager un rythme qui vous est propre, c'est-à-dire adapter le rythme à votre sauce en mettant par exemple 45 minutes, 10 minutes de pause ou 50 minutes, 10 minutes de pause, etc. Bref, vous faites ce que vous voulez avec le rythme. La méthode Pomodoro, c'est hyper bien pour la concentration, ça vous permet également à la fin d'avoir une, de pas être fatigué de votre journée parce que justement votre muscle concentration, il va pouvoir se reposer avec ces fameuses pauses. Donc, si je vais faire un résumé, c'est efficace, solide, mais seul, il y a très peu de gens qui sont capables de... se discipliner à la faire en tant que méthode de travail constamment. J'ai tendance à la mettre dans correct pour ça en fait. Correct parce que c'est plus une... Pour moi d'ailleurs c'est plus une méthode de travail qu'une méthode d'apprentissage. C'est pour ça que je la mets dans correct. Il n'en reste pas moins que c'est indispensable. Hein. La méthode Pomodoro, vous devez l'intégrer dans votre vie. Maintenant, les fameuses cartes mentales. Donc, les cartes mentales, c'est le fait de transformer votre cours en carte mentale, c'est-à-dire une façon beaucoup plus aérienne de voir l'information. J'ai fait énormément de vidéos tutos sur le sujet, vous en trouverez une en description notamment. Donc, que dire sur les cartes mentales ? Eh ben, que pour certains, ça va leur changer leur apprentissage, ça va vraiment être la killer méthode. Et pour d'autres, ça va être une perte de temps. Donc, on se trouve littéralement dans les deux extrêmes parce que les cartes mentales, vous aimez ou vous détestez. Et il y a un troisième cas de figure, c'est-à-dire vous aimez, mais c'est inefficace sur vous. Donc, il faut savoir où vous positionnez là-dedans, parce que ça va tout changer. Si les cartes mentales, vous aimez leur aspect et vous trouvez que ça a du sens et que ça vous donne envie d'essayer, c'est bien. Mais savoir si c'est bon pour vous, c'est que lorsque vous ferez vos premières révisions, est-ce que vous arrivez à redessiner votre carte mentale de tête et même sur papier, physiquement, ou est-ce que vous avez oublié énormément de choses? Est-ce que les cartes mentales sont adaptées à vos cours? Si vous avez des cours très denses, il va vous falloir faire plusieurs cartes mentales pour le même cours. Parce qu'il est illusoire de penser que vous allez tout faire rentrer votre cours dans une feuille. D'ailleurs, c'est complètement déconseillé. Si vous essayez de faire ça, vous allez surcharger votre esprit pour rien du tout. C'est absolument pas efficace. Donc, il va vous falloir procéder par un système de plusieurs cartes pour un cours. Sûrement, probablement. Là, ça dépend des gens. Pour certaines personnes, ça va être la killer méthode qui va révolutionner leur apprentissage. Et j'ai accompagné pas mal de gens qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire qui en avaient marre de l'apprentissage traditionnel, et quand ils sont tombés sur les cartes mentales, ils ont découvert ce que c'était, je les ai formés sur le sujet, et après, ça leur a littéralement bouleversé l'apprentissage, parce que vous avez l'information importante qui est là directement devant vous. Donc, si vous êtes du style à avoir du mal à synthétiser l'information, à avoir l'impression que tout est important, là, ça vous aide un peu. Donc, créer une carte mentale, ça vous aide à vous structurer, à voir l'information et à la défricher un petit peu pour avoir une vision aérienne, et donc pouvoir l'assimiler plus facilement. Ça vous permet, c'est plus difficile d'utiliser les cartes mentales pour apprendre dans le détail. Là, comme je vous ai dit, vous avez besoin de plusieurs cartes qui vont un peu plus dans les profondeurs du cours. Il n'en reste pas moins que c'est une méthode qui est très intéressante à utiliser, au moins à tester. Donc là, vous l'aurez compris, ça dépend des gens, soit c'est killer, soit c'est perte de temps. Moi, je pense quand même qu'il est utile de les tester. Donc c'est pour ça que je les mets dans correct. Correct, je peux pas aller jusqu'à efficace solide parce que ça dépend vraiment de qui vous êtes. Donc voilà, je prends la solution un peu de facilité de dire correct. Ça vous apportera toujours quelque chose de tester ce concept, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ensuite, il y a la fameuse méthode des relectures. C'est quoi les relectures? C'est le fait de relire ses notes régulièrement, de relire son cours régulièrement, de relire les chapitres, de relire ses fiches, etc. Mais c'est juste de la relecture. Donc c'est-à-dire que vous allez
vous ménagez un moment pendant lequel vous allez relire ce que vous avez déjà écrit, vous allez relire ce que vous avez déjà lu. Quand vous avez vu votre cours pour la dernière fois, vous allez relire. Il y a même la fameuse méthode des 7 lectures qui est de dire vous allez relire 7 fois votre cours pour bien vous en imprégner en fait. L'idée c'est que votre mémoire visuelle elle capte suffisamment de détails pour commencer à mémoriser des choses. Donc ça c'est l'idée de la relecture. La théorie. La pratique c'est que c'est comme l'apprentissage par cœur mais en plus inutile. La relecture ne veut pas dire mémorisation. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont rentrer dans votre mémoire à court terme, mais votre cerveau, il va vite se rendre compte, surtout si vous pratiquez les 7 relectures, hein, comme j'ai déjà entendu plusieurs fois, votre cerveau va vite se rendre compte que vous relisez encore les mêmes choses. Donc, la première fois que vous allez relire, il va être très concentré. Enfin, il va être concentré, quoi. Et vous allez effectivement apprendre des nouvelles choses ou vous rappeler de choses que vous aviez oubliées. Donc ça, c'est cool. Maintenant, faire plus d'une relecture, c'est absolument inutile, c'est même une perte de temps. Pourquoi ? Parce que votre cerveau va vite comprendre que vous faites toujours les mêmes choses, et donc il va être en mode je suis ailleurs dans ma tête. Donc vous allez votre esprit va être complètement distrait par autre chose, et du coup, les relectures, elles vont passer comme si vous étiez en mode autopilote, alors que vous aurez lu de façon automatique, comme vous savez faire, hein, sauf que dans votre tête, donc vous allez rien assimiler. Pour moi, les relectures, une relecture ça va, plus en méthode de travail, pour moi les relectures c'est littéralement une perte de temps. On veut que vous vous retestiez, c'est pas la même chose. Maintenant une méthode qui est très connue, si vous faites des fiches, c'est la méthode Cornell. Alors la méthode Cornell pareil, j'ai fait une très belle vidéo tuto sur le sujet, on l'a même améliorée ensemble. La méthode Cornell, ça part du principe que vous prenez une page A4, donc au contraire des fiches de révision qui sont un format que vous voulez, là la méthode Cornell c'est forcément des pages A4 qui se suivent et dans lesquelles vous allez séparer comme ça en plusieurs parties tous vos cours en fait. C'est-à-dire dans la grosse partie vous allez mettre votre prise de notes normale, à droite vous allez vous poser des questions. C'est comme si vous vous interrogiez en direct au moment où vous prenez vos notes. Par exemple, tel concept a été créé en 1804 par George Edison, enfin par Thomas Edison, pardon. Par exemple, vous imaginez un truc comme ça, et vous, en question, tout de suite après avoir noté ça, vous pouvez vous mettre qui a créé le concept, en quelle année. Voilà, c'est une question. Comme ça, vous prenez donc tout votre cours en notes comme ça, et vous, à la fin, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez réviser, vous allez non pas regarder vos notes, vous allez directement regarder la partie, vous allez cacher votre prise de notes, vous allez directement regarder les questions que vous vous êtes posées au moment où vous avez pris vos notes. Donc de cette façon, vous êtes sûr que vous vous interrogez, comme si vous étiez en condition d'examen, sur les choses importantes du cours que vous avez pris. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment énorme parce que vous vous testez en direct en fait. Avantage, vous testez en direct, vous êtes sûr que vous ne loupez pas d'informations importantes parce que vous posez des questions en direct. Inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il faut une sacrée discipline. Ça va vous prendre beaucoup de temps parce que il faut, sauf si vous avez un stock de feuilles prêt à l'avance, mais en fait, vous posez les questions et noter, ça prend du temps. En fait, l'apprentissage de votre cours va être multiplié par 2, le temps d'apprentissage. Il y a autre chose, il n'y a pas tout le monde qui est structuré, il n'y a pas tout le monde qui capte les questions. Quand vous faites cette méthode longtemps, vous éprouvez une espèce de fatigue qui peut vous faire un peu bâcler les choses à la fin. C'est des inconvénients avec lesquels vous allez devoir jouer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire toute la journée de la méthode Cornell parce que vous allez vite en avoir marre et ça va vous demander beaucoup d'énergie cognitive. Il n'en reste malgré tout, pour moi, c'est une excellente... À chaque fois que je l'ai fait tester à des étudiants que j'ai accompagnés et à chaque fois que moi je l'ai testé pour apprendre de nouvelles choses, ça a été vraiment une méthode killer. Donc pour moi, la méthode Cornell, surtout la méthode Cornell améliorée, c'est une méthode killer. Ensuite, nous avons les flashcards. J'ai mis le symbole de l'application Anki. Alors, c'est basé sur la courbe de l'oubli, encore, application Anki, flashcards. Là, les flashcards, c'est des tout petits formats. Ça peut être des formats comme ça, par exemple, dans lesquels vous faites un apprentissage super ciblé. C'est particulièrement adapté quand vous faites des définitions, des dates historiques ou des mots de vocabulaire d'une langue étrangère. Dans les flashcards, vous mettez au recto une question et au verso la réponse. Et après, l'idée, c'est que vous vous testez comme ça, comme si vous faisiez votre propre Trivial Pursuit, sauf qu'il n'y a qu'une seule question-réponse par carte. Donc c'est une bonne méthode pour faire un apprentissage ciblé. Donc comme je vous l'ai dit, les 3 plus grosses applications,
apprentissage de langue étrangère, définition et date. Pour ces trois-là, c'est killer. Pour le reste, l'apprentissage ciblé, ça va vous demander une certaine logistique. Et ça va vous demander d'avoir un esprit de synthèse déjà, parce que faire un apprentissage ciblé, ça nécessite que vous soyez capable de prendre la quintessence de l'information et de la foutre sur un petit format. Une flashcard, au contraire d'une fiche de révision qui peut être un peu plus grosse, où le format est un peu plus libre, une flashcard est nécessairement petit. C'est même, en théorie, c'est même plus petit que ça. Hein. Ça c'est plus une fiche de révision classique. Mais bon, bref. Une flashcard, c'est un petit format, c'est comme un format carte à jouer, si vous voulez, dans lequel vous testez un apprentissage ciblé. Donc, c'est très bien pour quand vous voulez apprendre des détails et les maîtriser, en fait. Inconvénient de ça, vous ne pouvez pas apprendre, ça vous apprend pas à raisonner, en fait. Ça vous apprend juste à recracher le cours. Donc, c'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est que tout ne s'apprend pas en flashcard. Vous avez beaucoup de cours qui sont très denses et qui sont très techniques, dans lesquels vous pouvez apprendre les définitions techniques les unes après les autres, mais ça va vous faire un tas de flashcards comme ça. Pour les cours qui sont vraiment très très denses, je pense à médecine, droit, c'est très utile, mais il peut y avoir mieux. Donc, ça empêche les flashcards d'être killer, mais pour moi, c'est quand même une méthode qui est efficace et solide. Donc pour moi, flashcards, c'est hyper important. Si vous savez synthétiser l'information et faire un apprentissage ciblé, c'est-à-dire ne pas perdre de temps à faire des flashcards sur des choses que vous connaissez déjà, mais faire des flashcards sur des choses qui vous manquent justement, ou que vous n'êtes pas sûr, et que vous voulez maîtriser à court terme. Ça permet également, quand vous faites des séances de révision, de sélectionner seulement les flashcards qui sont sur lesquels vous éprouvez du mal. Donc quand vous testez, vous mettez de côté les flashcards qui vous avez du mal, et celles que vous connaissez par cœur, vous pouvez les jeter, ou passer à autre chose, vous vous réinterrogez très longtemps dessus après. Mais là, ça permet de faire un apprentissage beaucoup plus ciblé. Donc finalement, vous gagnez du temps dans vos révisions. Ensuite, nous avons la technique Feynman. Alors la fameuse technique Feynman, vous avez peut-être déjà entendu parler, j'ai fait une vidéo je crois que c'est la 3e meilleure vidéo de tous les temps sur Potion de vie. L'idée de la technique Feynman, c'est que ça part d'un constat simple. La meilleure façon d'apprendre, c'est de l'enseigner à quelqu'un. Donc technique Feynman. Pourquoi Feynman? Parce que c'est lui qui l'avait... il était connu pour ça, en fait. Ça a été connu pour être l'un des meilleurs profs qui existent, parce qu'il était capable de vous faire passer des concepts de physique quantique ou des trucs vraiment très poussés, même si vous n'y connaissiez rien du tout, au moyen d'anecdotes, au moyen de... Enfin bref, il savait enseigner aux autres. Et donc on part du principe que si vous savez enseigner votre matière à quelqu'un, alors ça veut dire que vous la maîtrisez. Il y a pas mal de citations qui passent dessus sur le sujet d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais là encore, l'avantage c'est qu'effectivement, l'enseigner à quelqu'un, ça vous garantit que ça vous met directement le doigt sur ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Gros inconvénient, c'est que si vous avez personne avec qui pratiquer cette méthode, elle est tout de suite plus difficile à mettre en œuvre. Parce que y a très peu de gens qui sont motivés pour parler chez eux tout seuls comme ça, et se l'enseigner à eux-mêmes, et l'enseigner à un mur, ou faire même la démarche de rechercher quelqu'un pour l'enseigner. C'est pas évident à faire. Certains cours s'y prêtent pas très bien, quoi. Je veux dire, les cours de biochimie à quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas évident à mettre en place la technique Feynman. Hein. Les cours qui sont très techniques, très rébarbatifs. La compta, administration, c'est pareil, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, ça c'est plus difficile à mettre en œuvre. En revanche, c'est hyper formateur. Parce que tout de suite, si la personne vous pose des questions, c'est que vous n'avez pas été clair. Et si vous n'avez pas été clair, c'est que vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est tout simplement. Donc, c'est le meilleur révélateur si vous maîtrisez ou pas un cours. Donc, pour moi, c'est killer de savoir le faire, au moins de tenter de le faire. Et malgré tout, c'est quand même killer. Pour moi, c'est un indispensable. Un indispensable. Ensuite, nous avons apprendre en musique. Alors là, ça vient c'est plus une technique de concentration, en fait. Il y a des gens qui pensent que apprendre en musique, ça permet d'être plus focus sur son truc. Et que ça permet, notamment avec les bruits blancs, donc vous savez, les bruits blancs, c'est des bruits qui sont comme des bruits d'avion, en fait, des bruits qui vous enferment le cerveau et qui l'empêchent d'être distrait par autre chose. Donc, scientifiquement, c'est validé, c'est-à-dire que si vous mettez du lo-fi, si vous mettez des bruits blancs, si vous mettez des bruits qui sont plus d'environnement, mais doux, comme une rivière qui coule, un océan, ou le vent dans les arbres, ça passe. La pluie sur un toit, ça passe. Même le bruit d'un train, sans autre bruit extérieur, ça passe. Ça vous plonge dans une ambiance, et ces bruits-là, ils ont comme
comment dire, ils ont comme principe de vous isoler de toutes les sources de distraction extérieures auditives. C'est-à-dire que quand vous étudiez normalement ça en musique, ce qui se passe, c'est que s'il y a une voiture qui klaxonne, votre cerveau il subit une micro-interruption. C'est-à-dire il sort son attention pour écouter ce qui s'est passé. Tandis que si vous êtes plongé dans une ambiance comme ça, un bruit blanc ou un bruit d'ambiance, ou une musique lo-fi, quelque chose qui est très spécifiquement adapté au rythme, vous allez faire abstraction de ce bruit beaucoup plus facilement, et donc vous allez sortir votre concentration moins souvent. Maintenant, c'est pas une méthode d'apprentissage ou de révision. C'est pour ça que je vais le classer. C'est pas une méthode d'apprentissage ou de révision, c'est un plus, mais c'est pas parce que vous avez écouté toute l'année de la musique en bruit blanc que vous allez réussir vos examens. Donc pour moi, c'est nice to have, mais c'est pas indispensable, et c'est pas ce qui va révolutionner votre mémorisation. Donc pour moi, je le classe en bof. C'est pas une perte de temps, c'est-à-dire c'est intéressant quand même, mais c'est bof quoi. Faut pas imaginer que parce que vous n'avez pas écouté de musique, vous n'allez pas apprendre, et parce que vous avez écouté de la musique, vous allez apprendre. Ça va peut-être plus vous motiver au début, parce que là encore le cerveau va s'habituer, mais c'est pas une méthode de travail, c'est pas une méthode d'apprentissage. Ensuite, nous avons apprendre par vidéo tuto. Donc là, imaginez que vous ayez à apprendre quelque chose, votre cours il est trop compliqué, mais que vous adorez YouTube et vous avez pris le réflexe de regarder s'il n'y a pas des tutos qui existent sur le sujet que vous avez du mal à apprendre. Bien souvent, même la plupart du temps, oui, il en existe. C'est-à-dire des gens donc, qui c'est la passion, ils sont là pour enseigner et vous trouvez des tutos sur absolument tous les sujets, y compris votre connaissance super difficile qui n'arrive pas à rentrer dans votre mémoire. Ça, pour moi, c'est pas mal du tout. C'est un très bon réflexe de faire ça, ne serait-ce que pour avoir un autre point de vue sur comment on a essayé de vous enseigner la chose. Donc, avantage, vous pouvez le trouver sur tout. Ça vous aide à comprendre et à apprendre. Ça vous aide à comprendre, pas à mémoriser. Hein. Ça vous aide à comprendre plus facilement, donc c'est bien. En revanche, moi, ce que j'ai peur, c'est quand on me dit j'utilise des vidéos tuto YouTube. YouTube, c'est également c'est une grosse source de procrastination également. Donc vous pouvez perdre pas mal de temps dans les vidéos tuto, et en fait vous vous rendez compte qu'on vous suggère un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous étudiez, et du coup vous perdez dessus pendant des heures. Donc pour moi ça peut pas être une méthode efficace, solide, ni même killer. C'est correct, au maximum c'est correct en fait, parce que j'aime l'idée que ça vous permet d'apprendre différemment, avec d'autres exemples, avec d'autres façons d'enseigner, etc. Mais attention au piège de la procrastination, c'est vraiment ça. Ensuite, nous avons le surlignage. Alors le surlignage, c'est l'idée que tout simplement vous surlignez au stabilo, avec plusieurs stabilos différents, les choses importantes dans dans vos cours. Comme ça, quand vous les passez en revue, quand vous voulez les réviser, vous avez directement les choses importantes qui sont en surbrillance. Donc ce que vous surlignez en rouge, ça peut être les dates, ce que vous surlignez en bleu, ça va être les personnes, ce que vous surlignez en jaune, ça va être les concepts importants, etc. Donc le surlignage, est-ce une bonne idée ? On a tendance instinctivement à répondre que oui, parce que du coup ça met en avant ce que vous devez apprendre, et ce que vous devez retenir. Le gros problème, c'est que le surlignage appelle le surlignage, et du coup, plus vous surlignez, moins ça met en avant les informations. Donc, gros problème de ça, surtout si vous utilisez plusieurs stabilos, vous allez vous retrouver avec des pages qui sont surlignées entièrement, ou plusieurs paragraphes, ou carrément des paragraphes entiers, j'ai déjà vu, où vous surlignez parce que vous avez l'impression que tout le paragraphe est important, etc. Alors qu'en fait c'est juste un mot, c'est le mot-clé que vous devez comprendre et après c'est bon. Donc ça favorise pas franchement l'esprit de synthèse, et en fait ça nuit même à votre apprentissage, parce que votre cerveau il a une donnée de plus à traiter, c'est ce qui est surligné, et il a tendance à complètement zapper le reste. Et parfois il y a des informations que vous avez oubliées qui sont très importantes dans ce que vous n'avez pas surligné. Et en plus c'est surligné, moins c'est fort niveau mémoire, donc moins vous mémorisez en fait. Donc le surlignage, moi je dirais que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que ça peut même être nuisible à votre apprentissage. Ça peut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui ne surligne pas et qui a quand même passé beaucoup de temps à comprendre le cours, et quelqu'un qui a passé moins de temps à comprendre le cours mais qui s'est dit je surligne comme ça, j'apprends directement ce qui est important. Scientifiquement parlant, il n'y a pas photo en fait. Ça ne fonctionne pas de surligner beaucoup. Surligner un petit peu, oui, mais c'est la base, quoi. Dans les fiches de révision, vous surlignez déjà un petit peu les choses, mais pas beaucoup non plus.
Et enfin, la dernière technique avec laquelle vous n'êtes peut-être pas familier, ça s'appelle le blurting. Alors blurting, ça vient de l'anglais, et c'est le fait d'étendre tout ce que vous savez sur un sujet. Donc, je vais faire une vidéo spécifique sur le sujet. L'idée, c'est que vous passez en revue vos notes, ok, vous mémorisez tout, tranquille, avec votre méthode préférée, et ensuite, quand vous testez, par exemple, vous testez sur électricité, mettons que vous avez un cours électricité, là, votre but, ça va être de tête, de ressortir tout ce que vous savez sur l'électricité. Vous le structurez sous forme de carte mentale, ou sous forme de tableau, ou sous forme de liste, comme vous voulez, mais vous ressortez tout ce que vous savez sur le sujet. Et vous ne vous arrêtez pas. Lorsque vous arrêtez, c'est terminé, vous confrontez ce que vous avez comme ça, sorti de votre esprit pour mettre sur le papier, vous le confrontez avec la réalité du cours, et ça vous permet de voir directement là où vous avez des lacunes, et là où vous devriez passer plus de temps. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça vous permet de voir là où vous devriez passer du temps de révision, et là où vous pourriez vous améliorer. Parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Il y a des choses où, dans des domaines qui sont très difficiles, vous avez l'impression que vous êtes nul, ou au contraire vous êtes super bon, alors qu'en fait, le blurting vous permettrait de voir exactement si vous passez trop de temps sur cette matière parce que vous la maîtrisez mieux que vous ne le pensez, ou si au contraire vous avez besoin d'y passer beaucoup plus, vous ne devriez pas être aussi sûr de vous. Donc ça, c'est un test. Le blurting, c'est un test qui vous permet de façon très claire de voir là où vous devriez passer du temps. Donc c'est très intéressant. C'est exigeant cognitivement, ça c'est un peu l'inconvénient, c'est-à-dire que vous allez épuiser votre cerveau à faire ça. Comme la méthode Cornell, vous ne pouvez pas l'utiliser tout le temps. Ça mériterait que je fasse une vidéo à part entière, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cette technique. Pour l'instant, parce que je ne suis pas encore hyper familier avec, moi je la classerais déjà directement dans les efficaces et solides, parce que c'est évident que c'est plus qu'une méthode, une technique, c'est littéralement un mode de fonctionnement, un mode avec lequel vous devriez toujours vous tester vos connaissances. Tester vos connaissances avec le blurting, c'est-à-dire dire tout ce que vous savez sur le sujet, c'est une excellente façon de voir qu'est-ce que votre cerveau a oublié. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu plus longue que d'habitude, mais je pense qu'il était important de passer en revue toutes les techniques. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger ce récap directement dans les liens dans la description, vous avez accès ainsi à mon Notion. Et si j'ai manqué votre méthode d'apprentissage, dites-le dans les commentaires et faites-en un petit brief, comme ça je pourrai l'étudier et puis vous donner un petit peu plus de vidéos la prochaine fois sur ces autres méthodes qui ne seront pas rentrées dans celle d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!